Hey, salut, je suis content de te retrouver sur ce nouvel épisode du podcast. Il y a eu un petit peu de temps qui s'est écoulé depuis le dernier, mais c'était pour se consacrer à des bons projets qui vont arriver en 2022. Je t'en dirai plus dans pas longtemps. En attendant, je te laisse avec Rémi Diamani, préparateur physique de l'équipe de France de Ski Boss. Bienvenue dans le Setup Podcast, le podcast où je vais à la rencontre des entraîneurs et préparateurs physiques du monde de haut niveau pour tenter de répondre à la question comment construire un athlète. Salut Rémi, bienvenue dans ce nouveau podcast. Encore une fois, un invité d'une grande qualité. Je suis vraiment heureux de recevoir des préparateurs qui ont ton expérience et ton savoir-faire. Donc, un grand merci à toi. Merci à toi de m'inviter à discuter un petit peu. Si tu pouvais commencer par te présenter du coup. Donc, je suis Rémi Damiani, je suis préparateur physique des équipes de France de ski. Donc là, je viens de fêter, LinkedIn m'a rappelé que je viens de fêter mes 14 ans à la Fédé. Je suis passé, donc ça fait 8 ans que je suis avec, c'est la 8e saison que je commence là avec le ski de boss. Donc, année importante, année olympique. Ça sera les deuxièmes jeux que je fais avec les bosseurs. Avant ça, j'étais préparateur physique pendant 3 ans avec les filles de la vitesse en alpin. Okay. Pendant 3 années avec Marion Roland notamment, lorsqu'elle est championne du monde. Et puis j'ai fait 4 ans, quand j'ai commencé, j'ai fait 4 ans avec le groupe B masculin, Okay. Coupe d'Europe, le circuit Coupe d'Europe, qui a été bien formateur pour moi. Donc voilà, ouais, ça fait déjà pas mal d'années. Je ne pensais pas en faire autant. Puis les années passent et voilà, je suis toujours là et très, très content encore de continuer avec les belles années qu'on fait avec les bosseurs. On est très content du travail accompli et des résultats produits. Justement, quelle différence tu as pu voir entre les différentes disciplines avec lesquelles tu as travaillé? Bon, là, c'est relativement simple parce que entre l'alpin en vitesse, ou voire même l'alpin et le ski de boss, on n'a quand même pas les mêmes exigences, on n'est pas sur les mêmes temps, on n'est pas sur les mêmes exigences physiques. Du coup, enfin, le travail physique à mettre en place, en tout cas le spécifique, est quand même différent. En termes d'exigence, si tu peux le rappeler pour ceux qui découvrent les disciplines. Alors, la vitesse, donc en alpin, c'est le super G et la descente. Là, on était quand même sur des indices de force qui sont assez élevés. Voilà, pouvoir avoir la capacité musculaire de tenir une courbe à 100 km/h, c'est pas la même exigence que le ski de boss où on va avoir sur une pente à 29 degrés environ, on doit être capable de pouvoir faire 3 virages secondes avec une bosse, avec plusieurs bosses qui nous empêchent de descendre. Donc évidemment qu'on est plus sur des notions d'explosivité, de vitesse, de solidité du tronc, d'indépendance entre le haut et le bas, alors que sur la vitesse, on a cette idée aussi de dissociation, mais on fait beaucoup plus bloc et on résiste aux forces en présence. Est-ce que tu vois des complémentarités dans la préparation entre les différentes disciplines? Oui, c'est-à-dire des choses qui m'auraient aidé en alpin et qui m'aideraient, qui m'ont aidé après ensuite. La base reste la même, hein, on reste sur du ski, donc sur la préparation d'avant-saison, on est quand même sur les mêmes notions, les trames qui seraient identiques un peu à tous les sports, sur la PPG, sur l'aérobie. Après, oui, l'aspect proprio, par exemple, c'est une charnière centrale quand même à notre sport, hein. L'aspect spécifique de la glisse, voilà, il faut avoir un sens proprioceptif très, très affûté. Après, au-delà de ça, quand on rentre dans le spécifique, on part quand même sur des choses un petit peu différentes. Voilà, comme je l'expliquais.
On va avoir plus un côté explo à développer sur les bosses et plus un côté force à développer sur l'alpin en vitesse totale. Justement, pour cette qualité-là proprioceptive, avec ces spécificités du coup d'expression des qualités de force, Mhm. quelle subtilité tu as trouvé pour continuer à exprimer cette finesse proprioceptive et cette qualité technique avec au Alors, niveau de force ou à d'explosivité? l'époque, en fait, à l'époque où je travaillais avec les filles, on le faisait, on le mettait pas ensemble. C'est-à-dire qu'on ne travaillait pas à la fois la proprio et à la fois la force. D'une part, parce que, alors, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir mêler les deux, mais j'ai envie de dire que c'est quand même deux secteurs bien précis où si on veut exprimer les deux, on ne peut pas mêler les deux. Hmm. Alors que pourtant, dans C'est un l'activité, peu comme ils sont indissociables. c'est un peu comme chercher à développer sa vitesse et son aérobie. Hmm. Malheureusement, on va pas, enfin, ça va être très compliqué quand même de travailler les deux en même temps. Et du coup, la force et la proprio, lorsque je le travaillais, c'était euh, dans deux temps différents, quoi. C'est-à-dire et la force d'un côté et la proprio de l'autre. Euh, je sais qu'aujourd'hui, des choses se font sur cet aspect-là, mais je pense qu'on ne va jamais chercher à la fois la limite de la force et à la fois la limite de la proprio Hmm. pour le développer. Maintenant, après, c'est comme tout, c'est-à-dire que la préparation physique, je pense qu'il n'y a pas qu'un seul moyen pour y arriver. Il y a beaucoup de gens qui planchent sur des exercices, qui ont des convictions. C'est vrai que moi, je suis toujours resté assez ouvert et je me suis toujours remis en question un petit peu sur ce qui se faisait, sur qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau. Mais c'est vrai que là-dessus, j'ai du mal à imaginer un athlète portant une barre en squat et étant sur un plateau de proprio, quoi. Hmm. Avoir 200 kilos sur le dos et avoir un déséquilibre fort, je pense qu'à un moment donné, l'intégrité physique est importante. Un bon athlète, c'est un athlète qui n'est pas blessé. Donc, à Ouais. partir de là, voilà, je suis de l'école qui respecte voilà, vraiment chaque aspect et qui les travaille de manière dissociée, quoi. Hmm. Ouais, c'est ça. Mais c'est assez particulier puisque derrière, dans l'activité, on les retrouve quand même de manière jointe. C'est-à-dire, Ouais, ouais, tu as raison, tu as raison. Après, on a l'aspect technique qui rentre en ligne de compte. Ils sont sur des niveaux de savoir-faire qui sont quand même énormes. Et à un moment donné, ce niveau de savoir-faire en ski, il est difficile à transcrire, par exemple, dans une salle de muscu. Euh, J'aime aussi à penser que quand on fait son activité, on fait aussi de la préparation physique. Euh, je suis, je pense que pour développer un athlète, il faut qu'il fasse à un moment donné son sport aussi énormément, parce qu'il y a rien de plus spécifique que son activité. C'est difficile, je pense, à un athlète de lui demander, par exemple, en ski, d'être au top de ses capacités, quand bien même on aurait fait 8 mois de préparation physique, s'il a fait 0 jour de ski, on ne va pas le bonifier, on ne va pas la bonifier, cette préparation physique. hmm. Donc, à un moment donné, je pense que quand on travaille et la force en salle de muscu et la proprio, et qu'après, on a un schéma une programmation en ski, l'association de ces trois choses fait qu'on va pouvoir bonifier le travail qui a été fait. Maintenant, si on cherche des solutions, je pense, à travers, par exemple, de la force associée à de la proprio, je ne suis pas sûr qu'on trouve les clés pour l'activité derrière. Ouais. Mais Justement. c'est possible, hein, et je pense que, bon, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses qui sont réfléchies, pensées dans la prep, sur des nouvelles machines, sur des choses comme ça. Donc, au fur et à mesure, on va peut-être pouvoir tendre vers ce genre d'exercice-là.
Mm. Ouais, Je puis pense encore une notamment à fois, la machine Uber, voilà, avec un plateau voilà, qui cesse de bouger, qui est toujours en rotation, où on associe un petit peu la force. Voilà, c'est le type d'atelier qui pourrait être intéressant. Mm. Justement, comment tu arrives à organiser sur ton année avec un sport qui demande des contraintes relativement importantes, puisqu'il faut de la neige, il faut Mm. des infrastructures pour pouvoir s'entraîner, pour organiser dans ton bloc de préparation et des saisons qui sont hyper condensées, et réussir à développer quelque chose qui soit harmonieux et qui fonctionne. Alors, là, par exemple, je donne l'exemple de cette année. On en est à la 6e version du programme, là. Voilà. Quand on réfléchit avec les entraîneurs, avec Ludovic Didier notamment, à qu'est-ce qu'on met en place, on, on voit, c'est lui qui pose d'abord le nombre de jours de ski qu'il souhaite faire. Donc, on met l'aspect technique déjà en avant. Là, on a eu des contraintes. Habituellement, on allait en hémisphère sud, en Australie notamment. Ça, c'est un stage qui ne se fait plus, donc il a fallu modifier la préparation, imaginer comment on mettait en place le côté ski. Alors on est là, on est soumis un petit peu aux contraintes évidemment météo et d'enneigement. Et la période la plus dure, c'est en ce moment, c'est septembre-octobre. Les sites sont vraiment restreints. Aujourd'hui, il y a Intertux en Autriche, on a Zermatt, ça se fait. Et aujourd'hui, c'est les trois seuls glaciers qui sont accessibles. Donc, c'est une période qui est délicate dans la programmation. Et ça, les athlètes s'y sont préparés. C'est vrai qu'on fait chaque mois, on voit ce qui va être possible de faire ou pas et on adapte en fonction. Donc au départ, on pose un idéal, ce qu'on pense qu'il va être possible de réaliser, notamment sur cette période. Et après, une fois que les jours ski sont posés, on décline sur la préparation qui doit précéder ces blocs, à la fois sur la préparation physique et à la fois sur l'acrobatie. Ok. Parce qu'en fait, par rapport à l'alpin, ce qui me change, moi, notamment, c'est le fait qu'il faut intégrer de l'acrobatie. Donc, que ce soit du trampoline, que ce soit du roller sur un tremplin qui est au CNE Albertville, sur du water jump, donc des sauts dans l'eau, ou des sauts en ski. Voilà, c'est quelque chose qui est intégré, qui n'existe pas dans l'alpin en fait, qui n'est pas un besoin dans l'alpin. Donc voilà, on est obligé de condenser, de bien réfléchir les blocs pour avoir quelque chose de cohérent. En Et gros, on a toujours une phase de préparation physique, ensuite d'acrobatie et ensuite de ski, où on ok. essaye de tout associer. Et on a en gros deux grosses phases comme ça. C'est-à-dire qu'on a une préparation en mai-juin, de l'acrobatie en juin, un gros stage ski sur Val d'Isère, Tignes. Là, cette année, exceptionnellement, généralement, on refait un stage d'acrobatie sur water jump fin juillet. Il y a une coupure et derrière, on repart sur le même type de bloc, donc préparation physique, acrobatie et ski. Ok. Euh, Comment tu fais pour mettre l'accent sur de l'acrobatie, dans le sens où c'est de l'acrobatie avec les skis ou c'est vraiment de l'acrobatie euh, Ça peut être sur trampo, ça ok. peut être, comme j'ai dit, en roller. Alors, le roller, on a développé ça il y a 3 ans. Lorsque le CNE, le Centre national d'entraînement à Albertville, a ouvert, ils avaient créé une salle acrobatie où ils ont mis en place un tremplin où on peut se lancer en skate ou en roller. Sauf que moi j'avais un groupe où le roller c'était pas forcément une activité qu'ils maîtrisaient, donc il a fallu faire tout un travail au préalable de technique, d'abord sur le plat, ensuite en pente, et puis voilà, ça porte ses fruits aujourd'hui. C'est un outil qu'on peut utiliser parce qu'ils ont acquis un bon niveau de savoir-faire.
et ils peuvent mettre en place leur saut et on peut commencer à travailler techniquement des détails qui avant, on était simplement limité au trampo et au water jump. Donc on a mis en fait une petite étape au milieu qui permet aussi de pouvoir travailler ces sauts régulièrement quand on est au CNE Albertville. Ok. Et donc, du coup, quelle part tu mets de roller, enfin, de trampo et du coup de water? Alors là, nous, sur les blocs de préparation physique, j'aime bien mettre 2 séances par semaine, 2 demi-journées par semaine. Euh, on a un intervenant qui s'appelle Benoît Valentin, là, qui a été un ancien skieur qui a gagné le globe en halfpipe. Donc ça, c'est notre coach accro. Donc vu avec lui, en fait, sur l'aspect acrobatie, on est sur une fatigue nerveuse assez importante. Et donc du coup, moi, ça me permet d'avoir 3 jours de prep complet axé en musculation et 2 jours d'acrobatie, enfin 2 demi-journées d'acrobatie qu'on complète avec généralement un sport co ou des appuis ou d'autres séances. Et ça paraît, ça semble être un bon équilibre sur les fatigues qu'on rencontre sur les fins de semaine. On est sur quelque chose d'intéressant pour travailler. Ok. Euh, Comment t'amènes cette prise de risque? Parce que forcément, acrobatie, tu es dans quelque chose qui est beaucoup plus risqué que le ski, même s'il y a déjà un risque en ski. Comment tu fais pour l'emmener progressivement Alors, bon, moi, je suis que préparateur physique, donc ça, après, c'est le job du coach accro et de Ludo, le responsable du groupe. En fait, on fonctionne par étapes, hein, c'est-à-dire que on travaille à la reprise, par exemple, on retravaille les fondamentaux sur le trampo. Donc, ils commencent à être sur des niveaux de savoir-faire qui sont très pointus, hein. Voilà, sur le trampo, ils sont capables de réaliser plein de choses. En water jump, c'est pareil, ils en font depuis tout jeune. Quand il y a à travailler des nouvelles figures, c'est d'abord la découverte sur la toile du trampo et ensuite au water jump. Donc, la prise de risque, elle est pas si énorme parce que généralement, on rajoute pas quelque chose d'incroyable sur un saut qui est déjà maîtrisé. Donc, les choses, elles se font petit à petit. Voilà, je pense notamment à Camille Cabrol qui travaille d'autres sauts et on a changé un petit peu d'axe, mais en fait, on s'est rendu compte elle était capable de réaliser de très bons sauts dans un autre domaine et voilà, la prise de risque, elle est minime et elle est maîtrisée dans le sens où les étapes sont respectées d'amener l'athlète en confiance sur les skis et à sauter sur la neige. C'est quelque chose, c'est un saut qu'il a déjà effectué dans d'autres conditions qui sont moins dangereuses. Mais est-ce que toi, avec les outils du préparateur physique, tu arrives à mettre ta pierre dans ce continuum de progressivité? Enfin, c'est un tout, hein. Après, c'est un tout. C'est voilà, comme une performance, c'est un tout. On peut pas évidemment quantifier qu'est-ce qui revient à qui, mais évidemment que le travail sur la sangle abdominale, sur les dorsaux, sur cette capacité, par exemple, sur les quads, à pousser sur les jambes en sortie de tremplin. Pousser en sortie de tremplin, ça va permettre de laisser plus de temps pour effectuer un saut. La sangle abdominale va te permettre, par exemple, de mieux vriller, de mieux contrôler ce qui se passe. L'ensemble des sensations que peut avoir l'athlète sur un saut, qui ne sont pas limitées uniquement à l'aspect proprioceptif ou en tout cas à la notion dans l'air sur l'oreille interne ou sur tous les récepteurs. On va aussi l'avoir sur du contrôle du corps en l'air. Par exemple, quand un coach demande en fin de saut de ramener les jambes ou de contrôler sa rotation, c'est évidemment par le physique que ça a lieu.
Euh, donc oui, je ne saurais pas dire précisément en fait là où la préparation physique intervient vraiment. J'ai envie de dire partout et nulle part, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Est-ce que tu arrives enfin, à quantifier dans le sens, tu me parlais de facteurs nerveux sur l'impact des séances acrobatie. Quand tu es par exemple en stage avec eux, tu me disais que sur les glaciers, tu allais quand même avec eux pour faire des phases de maintien. Ouais. Euh, Est-ce que tu arrives à évaluer et du coup peut-être à autoréguler en fonction, parce que je pense que chacun réagit différemment au bloc ski et du coup au travail de maintien de prépa que tu fais les après-midi. Alors c'est bon, c'est d'une part beaucoup l'expérience maintenant qui qui nous fait sentir que voilà, soit il faut lever le pied, soit on peut en faire un petit peu. On discute beaucoup avec, que ce soit avec les athlètes, mais également avec les coachs. Donc, ces discussions sont vraiment importantes pour savoir où les athlètes en sont. Après, aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'outils pour tester nerveusement, c'est-à-dire que euh, on ne peut pas passer un athlète dans la machine et puis dire bon bah c'est bon, il est à 70%, il est à 30%, voilà. Aujourd'hui c'est beaucoup le discours, c'est beaucoup le retour des athlètes aussi. Voilà, quand un athlète vient nous voir un petit peu l'après-midi, voilà, en nous disant, voilà, moi je suis cuit, j'ai tenté un peu des sauts nouveaux ce matin sur la neige, je sens que j'en ai moins sous le capot. Voilà, on adapte et on fait beaucoup à la carte. Donc, soit du travail en fréquence basse sur de l'aérobie, soit sinon sur des débuts de stage, par exemple, on opte encore un petit peu pour l'aspect nerveux, par exemple sur du travail de vitesse, mais très très court. Mais voilà, on essaye de faire en sorte de jamais fatiguer le système plus que ce qui ne peut l'être par l'activité le matin. Mais on essaie de garder voilà, du travail de renforcement, par exemple, c'est assez peu coûteux nerveusement. Donc ça, par exemple, sur la première période, on en fait pas mal. Mm. Est-ce que, au contraire, Miguel, excuse-moi, j'ai plus de batterie dans les. Si Ah, tu peux mettre, je sais pas si tu peux mettre pause sur le podcast, mais j'ai plus de ouais, non, mais batterie il n'y a sur pas de souci, l'oreillette. je le couperai. Attends, et je t'entends plus. Je te demande 2 petites secondes. Il n'y a pas de souci. Heureusement qu'on n'est pas en direct. Ouais, mais c'est pour ça que je ne les fais jamais en direct. Tu m'entends toujours? Ouais, je Ouais. t'entends. Alors moi, je t'entends plus par contre. Et là, je t'entends plus.
Je sais pas si tu m'entends à nouveau. Non. C'est mieux là ou pas? Ouais, là je t'entends. Tu m'entends là, c'est bon? Ouais, là je t'entends. Ok, c'est bon. Parfait. Moi, je t'entends aussi. Bon, Donc, nickel. Du coup, de- ouais, je te disais, à l'inverse d'un athlète qui est toujours très fatigué, qui va venir te Ouais. voir en disant j'ai beaucoup fait une grosse séance ce matin, je suis fatigué. L'athlète qui te dit là c'est le feu, je suis trop bien sur mes skis, j'ai fait tous les sauts, justement je suis super en forme. On a le, à la fois par rapport à aux journées qu'on peut faire sur les skis. Moi, je commence à savoir ce qui est une journée coûteuse d'une journée qui l'est moins. Euh, et après, je commence aussi à connaître les athlètes. Donc, je connais leurs forces et leurs faiblesses. Euh, là-dessus, on a rarement fait des erreurs en envoyant quelqu'un un peu au casse-pipe, on va dire. On a travaillé un petit peu sur le HRV avec, avec Perrine notamment. On avait fait un petit peu des tests et on avait fait un suivi pendant 1 an et demi à peu près. Euh, et en fait, c'était suite au jeu en 2018. Elle exprimait beaucoup la fatigue. C'était quelque chose qui revenait très, très souvent et qui revient encore d'ailleurs. Et en fait, à l'époque, moi, je savais qu'elle était en forme. Et bon, voilà, elle est d'ailleurs championne olympique. Et en fait, si on se remet un petit peu ce qu'elle a pu dire juste après sa victoire, c'est je suis fatigué. C'est le premier mot, je crois, qu'elle utilise. Je suis épuisé, je suis fatigué. Et en fait, je voulais lui faire prendre conscience par le HRV euh, qu'il y a plusieurs formes de fatigue et que c'était pas une fatigue physique, mais c'était une fatigue émotionnelle, une fatigue nerveuse. Et que par là, en fait, en dissociant la fatigue nerveuse de la fatigue physique, elle ait encore conscience que physiquement, elle avait encore des ressources et qu'elle était capable encore de produire des choses, quand bien même émotionnellement, elle était un peu entamée. Ce travail, on l'a fait pendant 1 an et demi avec des retours entre 2 et 3 fois par semaine des données, une banque de données créée avec un test 2 à 3 fois par semaine le matin au réveil. Il s'est trouvé qu'en fait, elle a des valeurs qui sont hyper constantes. Dans l'année, elle a eu une valeur qui a chuté un petit peu au mois de juillet, mais qui s'expliquait avec beaucoup de préparation physique. Pour le reste, les valeurs étaient constantes. J'associais à ça aussi une note RPE pour avoir, elle, son ressenti voilà, de comment elle se sentait. Pareil, les notes, c'était voilà, entre 6 et 8 sur 10, quasiment tout le temps. Donc, au final, c'est quelque chose qu'on a un petit peu abandonné dans le sens où pour elle, comme on ne voit pas de différence, c'était quelque chose qui était contraignant. Et en fait, finalement, elle se connaît très bien maintenant, elle a le feeling et elle sait les moments où elle est fatiguée. Et nous, par certains signes, on arrive à l'observer aussi. Voilà. Mais tu me posais la question de quantifier un petit peu cette fatigue nerveuse. Voilà, par le HRV, c'est possible. Et je sais que chez les alpins, par exemple, on a des profils qui arrivent à bouger et on peut avoir une bonne lecture par ce moyen-là. Hmm. Ouais. Est-ce que tu avais réussi du coup à faire des liens entre
ce HRV stable, qui était un facteur nerveux, et ce fatigue émotionnelle qui était plutôt subjective ou du coup gérée par quelqu'un d'autre. Je ne sais pas comment vous l'aviez géré. Alors, sur la fatigue émotionnelle, on a pas mal parlé avec la préparatrice mentale de Perrine. Donc, effectivement, on est assez d'accord sur le fait que émotionnellement, alors maintenant, je pense qu'elle a cette expérience qui fait qu'elle arrive à prendre un petit peu plus le dessus qu'avant. Elle s'est forgé un peu une carapace. Mais c'est quelque chose, oui, sur lequel on passe plutôt par la préparation mentale pour quantifier un petit peu cette fatigue émotionnelle ou cette fatigue nerveuse. Donc, c'est pour ça qu'on a un travail aussi avec les préparateurs mentaux qui est important. Pas plus tard qu'hier, j'avais encore un des préparateurs mentaux au téléphone pour justement faire le débrief de tout ce qui s'est passé durant la prep physique et en fait pouvoir lire un petit peu des éventuels changements de comportement qui pourraient nous laisser penser qu'une fatigue émotionnelle ou fatigue nerveuse s'est installée, quoi. Mm. On dit souvent que le système nerveux ou le corps, c'est le siège des émotions. Bon. Est-ce que c'est des choses que tu constates ou c'est des domaines qui restent quand même séparés? Non, oui, sur du psychosomatique, par exemple, quelque chose qu'on pourrait observer lié à une fatigue émotionnelle qui pourrait s'observer sur le corps, tu veux dire? Ouais, ou l'inverse, un corps fatigué qui fera que ça va changer les émotions. Oui, ça évidemment. ça, j'ai envie de dire, ça, je le vois pas tous les jours, mais je le vois chaque année, plusieurs fois par préparation. Quand on arrive à la fin d'un gros bloc, clairement, moi, ils peuvent plus m'encadrer, hein. Donc, ça, c'est un signe. Donc, oui, un corps fatigué, psychologiquement, il est plus amorphe, quoi. Enfin, la moindre situation, pas la moindre situation, mais une situation peut engendrer tout de suite un déclenchement d'émotions. Oui, ça c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, je le vois très régulièrement. L'inverse est un peu moins vrai parce que comme je te dis, on arrive à lire un petit peu cette fatigue nerveuse ou émotionnelle et de là, on adapte un petit peu. Donc, que ce soit sur la préparation physique et encore plus quand on est sur les skis, si on s'aperçoit qu'il y a ce genre de fatigue qui se met en place, on fait en sorte d'y remédier par la préparation physique. Comme je te disais, avec du travail en basse fréquence, voilà, lent mais long, sur peu d'intensité, etc. En termes d'outils, tu me parlais du HRV. Est-ce que vous utilisez d'autres systèmes pour du coup avoir ce suivi de fatigue ou de forme? Non, on n'a pas d'autres outils qui nous permettent. Après, on fait un test isocinétique sur le Cybex qui nous permet de voir les ratios. On pourrait l'utiliser. Je sais que la cellule réathlétisation le fait un petit peu pour tester notamment sur l'explosivité. On peut observer des chutes si on le travaille régulièrement, que c'est maîtrisé. Mais voilà, il faut que les athlètes viennent au CNE. Voilà, on n'a pas on l'utilise pas sous cette forme en tout cas. Ouais. Enfin, ouais, du coup, ça pourrait déboucher derrière sur toute la partie prévention des blessures et athlétisation. Alors oui, l'isocinétique, oui, bien sûr qu'on l'utilise comme ça. Enfin, moi, je l'utilise comme ça pour contrôler les ratios et travailler sur l'équilibre, hein, avant-arrière, gauche-droite. Donc ça évidemment qu'on l'utilise, ouais. Oui, oui. Mais du coup, je parlais, là, on était sur des athlètes sains avec la préparation d'une saison, mais presque on pourrait faire un deuxième épisode que sur la partie athlétisation. Ouais, alors moi je suis pas spécialiste dans la réathlétisation. Aujourd'hui, là, on a une cellule qui est très performante là au CNE, avec d'excellents retours. Voilà, on a notamment Martin Suir qui revient de blessure, qui s'est blessé au championnat du monde.
et là qui est en pleine forme avec un nouveau système en plus de chirurgie avec des résultats très probants. Bah, écoute, génial. Si tu avais 3 conseils à donner à un athlète, euh, lesquels ça serait? Ah, ça, c'est une bonne question, ça. 3, hein. Ouais. Euh, alors moi, c'est toujours très simple. Enfin, euh, fais attention à ta pratique pour être en forme. C'est-à-dire, alors, le haut niveau engendre forcément des niveaux d'intensité qui font que potentiellement on peut se blesser. Malgré tout, je m'aperçois avec le temps que quand tout est mis en place sur sur l'organisation, sur la prévention de son activité, on se blesse quand même nettement moins. Euh, quand on est à l'écoute des conseils qui sont donnés, notamment sur l'échauffement, sur la manière de faire les choses, on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup moins de blessures. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, un bon athlète, c'est un athlète qui n'est pas blessé. Un athlète qui est blessé, bien malheureusement, eh ben, il est chez lui et puis voilà, il doit passer par des phases d'arrêt. On s'aperçoit que quand même être athlète de haut niveau, c'est augmenter son potentiel. Et quand on est blessé, malheureusement, on est sur des phases d'arrêt. Donc, ne pas se blesser, ou en tout cas euh, être en forme pour pouvoir s'exprimer. Un autre conseil, ouais, ça rejoint un peu le premier, mais ne rien laisser au hasard. Ne rien laisser au hasard, le travail paye toujours et ne laisse rien au hasard dans ta préparation. Euh, tout est important, du matin où tu te lèves jusqu'au soir où tu te couches. Alors c'est très coûteux, il y en a qui sont capables de le faire, il y en a qui ne sont pas capables de le faire et c'est ce qui fait aussi la sélection naturelle du sport de haut niveau. Il y en a qui pensent que c'est quand ils arrivent en séance que la performance commence. Alors que non, en fait, quand on arrive à la séance, il y a tout ce qui s'est fait déjà en amont. Est-ce que j'ai respecté le sommeil? Comment j'ai déjeuné? Est-ce que j'ai optimisé mon temps pour venir à la séance? Comment je me suis préparé? Est-ce que j'ai pas oublié du matériel? Ma bouteille d'eau, etc. Mais ouais, mais en fait, ça paraît tout bête. Mais la séance en soi, c'est comme je leur dis, moi, sur 24 heures, je les vois 5 heures par jour. Voilà. Après, ils passent 19 heures chez eux. Il y a 19 heures du temps où on peut encore potentialiser la performance. Donc, c'est un peu extrémiste hein, ce que je dis. Mais si on commence à penser un peu par là, c'est évident qu'on augmente sa performance. C'est évident. Et le Donc, troisième? ouais, finalement, j'en ai pas trois, j'en ai un gros qui est, de penser à tout et d'organiser son temps. Ouais. Ouais, le haut niveau, c'est de la logistique. C'est de s'entourer des bonnes personnes qui donnent les bons conseils C'est et faire ce ça. qu'il faut quand il faut. C'est ça. Moi, enfin, tu vois, on voit beaucoup, moi, tous les jeunes qui sont rentrés, que j'ai pu avoir, que j'ai eu en préparation physique, je suis passé par ce discours-là. Euh, j'ai un exemple qui me vient. Alors, il m'en voudra peut-être que je dise ça, mais quand j'ai eu Mathieu Fèvre, par exemple, qui est à la Coupe d'Europe. Voilà, Mathieu Fèvre, il avait un fonctionnement qui collait pas, en tout cas moi, avec mes convictions au départ. Et on avait eu beaucoup de discussions à l'époque. Et je sais qu'aujourd'hui, il est rentré dans un système qui lui correspond complètement, où voilà, il est focalisé sur ce qu'il fait. Et bon, d'ailleurs, je le félicite pour ses résultats. Mais voilà, c'est à chaque fois que j'ai eu un peu des jeunes qui arrivaient, on est passé par ce travail-là d'organisation un peu de son temps, voilà. Il faut conseiller et en fait très souvent il y a un décalage un petit peu entre le haut niveau et le très très haut niveau où tout compte en fait. On peut arriver au haut niveau par le talent et le travail,
après, ça demande encore plus. Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on a un autre épisode du podcast où c'est ça, c'est justement la différence entre le haut niveau et le très haut niveau Ouais. de Greg Velu qui avait bossé au Miami Dolphins. Qui a fait, et du coup, en fait, pendant tout l'épisode, il parle que de ça. Enfin, c'est la fameuse différence entre les États-Unis et la France. Ben, en fait, c'est ça, c'est tout ce qu'eux mettent en place, de petits détails, de rien du tout. Et ouais. Après, quand on veut faire la différence avec le premier et le deuxième, Ouais. je veux dire, bon, la préparation physique est faite, la technique ski est faite, l'acrobatie est faite. Qu'est-ce qui va faire la diff? Ça va être la détermination, donc ça va être les aspects un peu mentaux. Et puis, ça va être qu'est-ce que j'ai mis en place à côté qui m'apporte un plus, mais vraiment un tout petit plus, quoi. Et ce tout petit plus, je pense à Perrine, là, au jeu, qui gagne pour 0,07 points. Ça, personne s'en souvient, mais elle gagne pour rien du tout. Donc, on est sur un sport jugé, certes, mais voilà, malgré tout, à la fin, elle est championne olympique pour 0,07 points. Et ben, on peut se poser la question de qu'est-ce qui a fait la diff. Et quand on regarde, et ben, voilà, ça peut être sur des petites choses, sur la nutrition, sur le sommeil, sur l'organisation du temps, etc. Ouais. Ouais. Les fameux petits détails. Bah écoute, top, génial. Si jamais les gens ils veulent te retrouver, te suivre, te poser des questions, où est-ce qu'ils peuvent avoir ça? Je suis sur Instagram, je crois en compte ouvert. Ok, Donc, bon, bah nickel. Je le mettrai dans la description. voilà, LinkedIn aussi. Je suis voilà, sur les réseaux. Je suis pas très actif. Je suis pas le préparateur physique des réseaux. Ouais. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de préparateurs physiques qui sont sur les réseaux. Moi, je le suis pas. Je mets rien d'ailleurs du travail qu'on peut effectuer. Ouais, je suis comme ça. C'est-à-dire que Ouais. je me vends pas. Et voilà. Mais par contre, je suis très content quand on vient à moi et je suis très content de partager mon expérience de ce qu'on a pu faire. Ouais, mais après, c'est toujours enfin, ce que tu disais, il y a la petite vitrine et il y a ce qu'il y a derrière. Donc, c'est Ouais. ce que tu Moi, cherches. j'apprécie d'ailleurs, je suis un peu des prep physiques euh, qui ont d'excellentes idées d'ailleurs, qui font vraiment un super travail. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas ce côté média, quoi. J'ai pas ce Ouais, il faut se côté. sentir à l'aise, c'est particulier. Tout ce qui est réseau et com, c'est particulier. Ouais. Ouais, bah écoute, un grand merci à toi pour cette discussion. Eh ben ouais, merci à toi. Merci à Et toi. Et puis, bonne continuation. ouais, T'es pour ce... t'es dans les Pyrénées? Ouais, c'est ça, sur ton